Bonjour tout le monde, ça c'est ma vidéo, ma 11e vidéo. Donc, pour faire une vidéo la plus fluide possible et la plus structurée possible, et surtout pour ne pas oublier d'importants détails, je vais lire un texte et le commenter partiellement. Donc, et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous le savez, le titre de la vidéo est « Est-ce que les extraterrestres existent ?» En ce qui me concerne, les extraterrestres, j'ai passé une grande partie de ma vie sans me soucier de leur existence. Parce que, bon, j'avais beaucoup d'autres choses à m'occuper. Mais environ un an après avoir commencé à étudier l'astrophysique, je découvre à travers mes recherches une nouvelle technologie de base d'une première génération qui puisse être reproduite par un vaisseau spatial. Et peu de temps après qu'elle puisse être menée pour produire une deuxième... Et peu de temps après, je me suis rendu compte qu'elle pouvait mener à la production d'une deuxième génération et peut-être d'une troisième, mais toutefois sans être certain à cette époque de pouvoir reproduire ma nouvelle technologie de base de la première génération. En outre, ma nouvelle technologie de base de la première génération, par exemple, je l'ai inventée à la suite des démarches qui suivent. Un matin, en fait, moi, j'adore faire travailler mon cerveau pendant le sommeil, en fait, en tout temps. Je conditionne mon cerveau à ce qu'il soit continuellement en train de travailler, de produire de nouvelles idées. Donc, pour moi, être camionneur, conduire sur la route, c'est impossible, parce que ça m'empêcherait complètement de travailler et je serais même dangereux pour le reste de la population. Donc, pour moi, j'aime tellement la science que je me concentre juste là-dessus. Penser, réfléchir, tout ça, sans faire quoi que ce soit qui puisse être dangereux pour moi ou pour qui que ce soit d'autre. Donc, et j'ai développé l'habitude de dormir, de ne pas être mal à l'aise avec le fait de dormir avec un problème à résoudre. Et très souvent, parce que je réussis à faire travailler mon subconscient, et c'est arrivé une multitude de fois que je me réveillais le lendemain en inventant de nouvelles idées. Si je réussissais à en inventer à mon sommeil, c'est parce que je les avais inventées pendant le sommeil. Et le matin que j'ai inventé ma nouvelle technologie de première génération, c'est parmi 7 nouvelles idées. Et en plus de cette nouvelle idée-là, pour la première génération, c'était aussi le mécanisme qui pouvait la produire. En fait, plus important encore, c'était d'inventer le mécanisme qui puisse la produire, et après ça, que ça pouvait mener à une technologie de base d'une première génération. Donc c'est ça, un matin, comme beaucoup d'autres, je me réveille en commençant par inventer 7 nouvelles idées importantes, juste avant de me lever de mon lit, et pour m'assurer de ne pas en perdre une, je me suis empressé de toutes les transcrire et le plus vite possible sur un papier qui est déjà prêt pour ce type de situation. Compte tenu du fait que la veille, c'est systématique. Je dors toujours avec du papier. Donc, si quoi que ce soit, il m'arrive d'inventer de nouvelles idées, avant de sortir de mon lit, je les transcris. Puis, c'est systématique, c'est plus productif. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de dérangement, puis il n'y a pas d'erreur. Puis il n'y a pas d'occasion pour perdre de nouvelles idées ou perdre une quelconque productivité que ce soit. Donc c'est ça. Et cette habitude, je la pratique à chaque fois. Je la pratique systématiquement. Ensuite, je laisse ces nouvelles idées de côté pour retourner travailler sur le travail de la journée d'avant. Parce que moi, évidemment, le cerveau humain va se rappeler du travail de la veille. Et donc, de là l'importance de retourner travailler, parce que entre le travail de la veille et le matin où je me lève,
ben, il y a des choses qui ont fructifié là aussi dans ma tête. Et là, donc je retourne sur ces travaux-là de la veille pour y appliquer toutes les nouvelles idées qui m'ont venu en esprit pendant mon sommeil, en plus des 7 autres. Et donc, je laisse ces nouvelles idées de côté, donc, pour les reprendre le lendemain, mais très important, vu que les 7 nouvelles idées sont transcrites, je ne peux pas les perdre. Et là, je débloque mon cerveau, parce qu'à ce moment-là, je suis obligé de m'efforcer de les retenir, de peur d'en oublier quelques-unes. Donc, et c'est ça, donc c'est extrêmement important pour moi de les transcrire. Il m'est même arrivé parfois qu'après avoir transcrit mes 7 nouvelles idées du matin, ou 2, 3 nouvelles idées du matin, jusqu'à 7 nouvelles idées du matin, ben à ce moment-là, il m'arrive même d'en reproduire d'autres pendant ce temps-là. Et aussitôt que j'ai transcrit toutes les idées du matin, ben je retranscris les nouvelles idées qui se sont rajoutées à celles du matin pendant que je transcrivais. Donc le lendemain, je relis mes nouvelles idées de la journée d'avant parce que j'aime aussi travailler sur plus d'un dossier en parallèle. Quand je ressens le besoin de penser à d'autres problèmes différents à résoudre et parfois des idées de la veille me viennent à l'esprit sans les chercher et sans y repenser. Et en y repensant, je me trouve souvent à rajouter d'autres idées ou d'autres modifications à une idée antérieure ou à des idées antérieures. Et dans le cas de l'une d'elles, je réalise qu'elle est d'une immense importance parce qu'elle me permet de construire un appareil qui puisse produire cette nouvelle technologie. Et ensuite, de réaliser qu'une autre idée me mène, que cet appareil-là mène vers la production d'une nouvelle technologie de base d'une première génération. Donc voilà, donc de première et peut-être à la production d'autres générations aussi. Par la suite, je décide de commencer à produire un brevet. Ça m'est arrivé donc 1 an et 6 mois plus tard, ce qui est aux environs de juin 2016, parce que j'ai commencé en début février 2014. Donc 1 an et 6 mois plus tard, je décide, après le début de mes études autodidactes en astrophysique, de confier un mandat à une importante firme de brevets de Montréal. Parce que là, je décide de travailler le brevet pour le vaisseau spatial. Et par la suite, j'apporte du nouveau matériel à mon agent de brevet jusqu'à la production d'un premier brouillon pour un premier modèle de vaisseau spatial, mais qui est malheureusement insuffisamment complet pour être parfaitement fonctionnel, et avec environ une dizaine d'inventions d'équipements complémentaires pour effectuer différentes missions défensives contre les comètes ou astéroïdes dangereux, et des instruments qui servent de cueillette d'échantillons de toutes sortes à la surface d'objets jusqu'à Mars, mais seulement à Mars à cette époque-là. Par la suite, et peu de temps après avoir commencé à produire d'autres documents pour mon premier brouillon de brevet, je repense à la possibilité que des extraterrestres puissent exister. Et je commence à croire à leur réelle existence à cause de plusieurs événements qui sont rapportés par des individus crédibles. Par la suite, mon agent de brevet décide de démissionner de son employeur. En fait, c'est ça. Quand j'ai commencé avec l'agent de brevet, il y avait un problème parce que moi, je continuais toujours de produire de la nouvelle matière pour le brevet. Puis j'ai fait ça pendant 3 mois de temps. Donc, à toutes les semaines, j'allais voir mon agent, je lui apportais de la nouvelle matière. De la nouvelle matière, nouvelle, ça s'accumulait. Puis, sans jamais être prêt pour finaliser le brevet. Donc, c'était du brouillon qui s'accumulait, des pages et des pages de nouvelles matières. Et à un moment donné, mon agent de brevet décide de démissionner de son employeur. Et pas à cause de moi, à cause qu'il n'y avait pas assez de clients ou il y avait juste moi comme client. Et là, ça a été extrêmement bénéfique pour moi parce que d'une part, la firme de brevet me rembourse en totalité l'argent que j'ai payé.
Et d'autre part, cela m'a donné le temps, en fait j'ai réalisé, ça m'a donné le temps de réaliser que le brevet était pas suffisant. Ça m'a fait réaliser aussi que j'avais des chances de compléter ma théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, je me suis dit, brevet, c'est pas assez. Théorie du fonctionnement de l'univers, ma imposante théorie, je pense que je suis capable de la réussir sans être tout à fait sûr, mais je me dis non, non. J'ai trop envie, je continue de travailler sur mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers. Et donc, et cela m'a donné donc le temps de poursuivre mes recherches qui évoluaient à grande vitesse et finalement jusqu'à ce que je réussisse à compléter mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de plus d'une centaine de théories. Ensuite, et lorsque j'ai réussi à compléter mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique à un niveau très satisfaisant, soit entre 96% et 18,5%, j'ai décidé de revenir à mon premier brevet en pensant qu'il était presque fini. Puis bon, fait que je retourne sur le premier brevet, sur le premier brouillon. Puis c'est là que je me rends compte qu'il est très loin d'être satisfaisant. Donc je décide de le refaire presque en totalité parce que mes connaissances en astrophysique se sont considérablement enrichies. Mais surtout parce que mes compétences en tant qu'autodidacte en formation de brevet et en écriture se sont considérablement améliorées, elles aussi. Et l'ensemble de ces éléments m'ont mené à produire un nouveau document de brevet pour mon vaisseau spatial avec mes nouvelles technologies de base de première génération, mais avec une forme et une allure qui est beaucoup plus belle que le premier et qui va émerveiller tout le monde qui le verra à partir du moment qu'ils vont voir la maquette. Il est extraordinairement beau, j'en suis extrêmement fier, il a une allure incroyable. Fait que j'ai extrêmement hâte que vous puissiez voir la maquette. C'est époustouflant, tellement je le trouve beau. En plus du fait qu'il va comprendre quelque part entre environ 20 et 30 inventions ou améliorations additionnelles, et peut-être plus encore, par rapport aux documents du premier brouillon du brevet du vaisseau spatial, et qui sont des inventions et des équipements divers et complémentaires qui sont tout à fait extraordinaires et qui permettent que des missions de longue durée puissent être possibles pour un équipage de 6 astronautes ou plus. Donc de pouvoir effectuer une grande quantité de missions spatiales défensives pour empêcher un astéroïde ou une comète de percuter la Terre, et donc plusieurs missions défensives, une trentaine, peut-être plus, et une trentaine d'angles d'attaque, d'angles de défense, pour détruire la comète qui peut percuter la Terre. Au moins une trentaine d'angles et de techniques différentes pour effectuer des missions spatiales différentes pour défendre la Terre puis empêcher qu'elle détruise toute l'humanité. Et de pouvoir effectuer une quantité considérable de missions spatiales pour cueillir des échantillons de toutes sortes à la surface ou au-dessus de la surface d'objets lorsqu'il est possible de s'en approcher. Donc à la surface, lorsqu'il est possible de descendre jusqu'à la surface, sinon au-dessus de la surface, pour les cas où il y a des objets qui ont de la matière gluante à la surface ou qui puissent mettre en péril une telle mission de prélèvement. Donc, voilà. Lorsqu'il est possible, donc, bon, pour des objets qui sont entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, et entre la Terre et les satellites de la ceinture principale, et peut-être entre la Terre et l'une des lunes ou satellites de Jupiter, d'un côté et de l'autre. Ça c'est du côté de Jupiter, du côté de Jupiter. Et de l'autre côté, jusqu'à Vénus et peut-être Mercure. Et tous les objets qui sont entre Mercure ou Vénus et la Terre. Parce qu'il y a des astéroïdes, des géocroiseurs et toutes sortes d'astéroïdes qui
qui croisent les orbites de la Terre, de Vénus, puis même celle de Mercure, même l'orbite de Mercure. De plus, le fait que ce vaisseau spatial extraordinaire sera muni de ma nouvelle technologie de base de la première génération, cela a pour conséquence d'en faire un vaisseau spatial qui est sans l'ombre d'un doute, dans une classe à part et peut-être à quelque part entre environ 50 à 100 ans ou plus en avance sur toutes les autres technologies actuelles et de celles de tous les pays du monde, à cause de leurs connaissances en astrophysique qui sont considérablement faibles ou presque nulles en termes de théorie fonctionnelle. En outre, entre maintenant et le moment où je commencerai avec des employés à construire mon vaisseau spatial extraordinaire, je ne serai pas surpris de continuer à produire de nouvelles idées pour le vaisseau spatial, parce que je demeure une machine à inventer qui ne peut pas s'arrêter d'inventer. Par la suite, et après avoir finalisé la formation de mon deuxième document de brevet et complètement le début, et complètement seul en début d'octobre 2020, je repense à ma nouvelle technologie de base de la première génération pour le vaisseau spatial et pour certaines raisons que je divulguerai plus tard, je me trouve être convaincu entre 99,9 et 100% de la possibilité de pouvoir construire un vaisseau spatial qui soit capable de produire ma nouvelle technologie de base de première génération. Et donc, en fait, c'est ça, la première technologie de base de première génération, c'est une qui est capable de produire une gravité de surface à même le vaisseau spatial. Et donc, grâce à ça, de permettre des voyages plus loin. Mais pas une gravité de surface qui est aussi puissante que la Terre, mais vraiment une gravité de surface, alors que les vaisseaux actuels n'ont aucune espèce de possibilité de produire une quelconque gravité de surface que ce soit. D'ailleurs, la station spatiale en est la preuve en soi, et l'une de ses preuves. Par ailleurs, d'autre part, lorsque je travaille en recherche ou à formuler des textes scientifiques, j'aime entendre de temps en temps un documentaire scientifique comme une musique d'ambiance pour m'accompagner, sans que ça m'aide vraiment, mais bon. Mais surtout des documentaires scientifiques, si j'entends quelque chose d'intéressant, ben là, à ce moment-là. Mais je ne peux pas écouter un documentaire puis juste écouter, c'est trop long, c'est trop ennuyant. J'ai besoin de faire autre chose. Mon esprit a toujours besoin d'être occupé et de travailler et de continuellement inventer de nouvelles idées, ou de travailler ou de réfléchir à de nouvelles idées, ou à des formes d'investigation, ou à des formes d'inventivité de tout ça. Et le 22 octobre 2020 dernier, je me trouve à travailler et à visionner partiellement un documentaire scientifique intéressant à la télé de la chaîne Planète Plus Canada et qui est OVNI, une affaire d'État. Le synopsis est en 2019, puis si on le voit, c'est celui-ci, OVNI, une affaire d'État. Donc, en 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt, des caméras qui sont faites à bord de caméras qui proviennent de caméras embarquées dans des chasseurs, ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an, dont l'objectif est d'étudier le phénomène des extraterrestres et des vaisseaux spatials. Son nom est AATIP, tout en lettres majuscules, pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays, dont la France, étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? Plusieurs personnalités, un ancien de la DGSE,
le sénateur américain à l'origine du programme AATIP, l'ancien directeur du GEPAN, l'entité du CNES qui étudie le phénomène et d'autres scientifiques posent un œil nouveau sur le sujet. Donc moi, à la suite d'un premier visionnement de cette vidéo, cela a pour conséquence de renforcer ma conviction par rapport à l'existence réelle des extraterrestres. Pendant un deuxième visionnement, je constate que de petits vaisseaux navettes sont capables d'effectuer des augmentations de vitesse et des changements de direction qui sont si rapides qu'ils surpassent de très loin les meilleures performances des meilleurs avions de chasse terrestres. Donc des preuves incontestables qu'ils sont produits par des engins spatiaux qui ne sont pas d'une autre nation, mais plutôt par des extraterrestres qui s'amusent à visiter notre Terre et notre espace aérien et depuis la fin, depuis la fin de la formation de notre planète. En ce qui me concerne, et à la suite du visionnement de cette vidéo, je suis sûr à 100% de pouvoir construire. Je l'étais entre 99 et 99,99% avant le visionnement, mais là je le suis à 100% de pouvoir construire un vaisseau spatial extraordinaire qui est capable de produire ma nouvelle technologie de base de la première génération. Par ailleurs, il est intellectuellement impossible pour un esprit brillant en astrophysique ou autre domaine de ne pas croire en l'existence d'autres populations humaines et qui sont plus ou moins développées intellectuellement que nous dans l'univers. Et parmi elles, certaines qui vivent sur une planète qui est relativement proche et voisine de nous, et d'un système planétaire qui est relativement voisin du nôtre. Et pour revenir au document OVNI, une affaire d'État, il me semble prouver hors de tout doute leur existence. En outre, si ces individus ont réussi à quitter leur système planétaire pour venir visiter notre Terre et son espace aérien, c'est parce que, de toute évidence, ils sont doués d'un niveau intellectuel qui est nettement supérieur au nôtre. Et dans un tel contexte, il est tout à fait compréhensible qu'ils n'aient aucun intérêt à vouloir échanger intellectuellement avec nous, parce que cela ne représente aucune forme d'intérêt pour eux. La différence intellectuelle, elle est beaucoup trop immense entre nous et eux. Donc, quel intérêt d'échanger avec des individus d'intelligence inférieure? Et moi, je le comprends facilement, donc je comprends leur situation, et je comprends pourquoi ils n'essaient pas d'entrer en contact. Nous, on veut, mais eux, je comprends tout à fait qu'ils aient des réticences et qu'ils ne soient pas intéressés. Donc, de plus, lorsque j'ai visionné le documentaire OVNI, une affaire d'État, il y a un reportage de France qui rapporte une rencontre extraterrestre dans un grand champ de lavande. Lorsque le fermier français se trouve apercevoir dans son grand champ de fleurs de lavande violet un véhicule qui ressemble à une voiture de loin, une petite voiture ronde, là, qui est très populaire à l'époque, une 4L, je crois, quelque chose comme ça, c'est une petite voiture rondelette, là, qui a une forme ronde. Dans son champ, donc une voiture de loin, il se précipite pour aller voir dans son champ ce qui se passe, pour vérifier s'il s'agit d'un automobiliste qui est en panne. Et lorsqu'il se déplace en direction des deux extraterrestres, il sent un engourdissement dans ses jambes, à partir d'une certaine distance sécuritaire des extraterrestres qui l'empêche d'avancer. Et lorsqu'il voit les yeux des extraterrestres et leur comportement, il sent de leur part aucune volonté de lui faire du mal. Donc, c'est des gens très paisibles, et c'est comme nous, c'est comme les gens très intelligents. Il leur est impossible de penser à tuer des insectes. Les personnes très intelligentes, très développées intellectuellement, puis très développées sur le plan humain, leur réflexe, c'est de s'empêcher de tuer quelque forme de vie animale que ce soit. Donc, je comprends tout à fait leur attitude face aux fermiers français qui n'étaient pas agressifs par ailleurs, qui n'avaient pas une attitude agressive. De sorte que de la part de ce fermier français de l'année
1965. Il est tellement abasourdi par cette rencontre inimaginable qu'il en parle en secret à son ami le plus proche, en lui demandant de garder le secret. Mais c'est une chance pour nous que ce secret ait été dévoilé à d'autres personnes et jusqu'à nous. Et le fait que ces extraterrestres peuvent se déplacer en toute aisance à la surface de la Terre, cela a pour conséquence de prouver qu'ils proviennent d'une planète semblable à la nôtre et qui a une gravité de surface qui est elle aussi semblable à la nôtre. Donc c'est tout à fait logique. Et le fait qu'ils ont atterri avec une petite navette qui n'est pas capable de franchir de très grandes distances dans l'univers, c'est parce qu'elle a été transportée à bord d'un grand vaisseau spatial-mère qui est beaucoup plus gros et capable de transporter une ou deux petites navettes, et sûrement plus. En plus du fait qu'il peut franchir de très grandes distances dans l'univers, et donc de produire une gravité de surface à bord du vaisseau qui peut être semblable à celle de la Terre. Et ça, c'est ma deuxième génération dans la vidéo 12. Donc ça, c'est des preuves, évidemment. Et ce qui est certain pour le cas de la petite navette, c'est qu'elle est capable de se déplacer dans l'atmosphère terrestre et avec aisance par rapport à la force de gravité de surface de la Terre. Donc, elle a d'autres technologies, c'est certain. Pour être capable d'atterrir et de repartir, c'est certain qu'elle a d'autres formes de technologie, que je parlerai dans d'autres dossiers, dans d'autres vidéos. Donc, changement d'à propos, de plus à travers mes études autodidactes en astrophysique de 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre, et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, réflexion, analyse très approfondie, ou à mes capacités inventives de toutes sortes et beaucoup d'autres formes d'intelligence. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi mes théories qui entrent dans mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes ou d'une quelconque autre forme de pensée magique que ce soit, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Et de plus, je suis le premier à avoir réussi de l'histoire et le seul à avoir eu une quelconque chance de pouvoir réussir à produire entre 50 et 100 et sûrement plus de nouvelles théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, je n'y crois pas un instant. Par contre, dans les pires cas possibles, je devrais seulement juste y apporter une légère modification. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Merci et au revoir.